Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibajiankupana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia et Kolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. C'est parti avec la 77e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Plusieurs thèmes sont au menu, notamment la sécurité alimentaire, la guerre en Ukraine et autres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà sur place, va prendre la parole du haut de la tribune ce mardi. Élection de 2023. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le premier lot des kits d'enrôlement et d'identification des électeurs de son fournisseur sud-coréen Miro System. Le test grandeur nature est prévu le mercredi 21 septembre au Congo central. Plus de 4000 agents et fonctionnaires de l'État mis à la retraite à travers des ordonnances présidentielles et le décret du Premier ministre. Les fonctionnaires de l'administration centrale et provinciale sont concernés pour ce premier lot. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information. Bienvenue à tous et à toutes. C'est fait. La 77e Assemblée Générale des Nations Unies a démarré ce mardi à New York. La guerre en Ukraine, le dérèglement climatique ou encore la sécurité alimentaire sont entre autres les thèmes au menu de ce grand rendez-vous annuel des chefs d'État et de gouvernement. Parmi ceux qui vont prendre la parole du haut de la tribune, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amina Mwacha nous en parle. Ouvert le 13 septembre 2022, la 77e Assemblée Générale des Nations Unies connaît la participation d'une centaine de nations. Ce grand rendez-vous annuel est l'une des occasions offertes à chaque pays membre de faire part aux autres l'état de sa nation et cela dans tous les domaines. Prenant la parole pour donner le go à ces assises, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a mis en garde contre les risques d'un hiver de grogne mondial. Pour lui, la planète brûle avec la crise du pouvoir d'achat qui se déchaîne et la confiance s'effrite. Pour conclure, le secrétaire général des Nations Unies a plaidé pour une taxe sur les profits des énergies fossiles. Le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a, dans son mot, appelé les pays riches à financer l'adaptation des pays vulnérables au réchauffement climatique. Après ces deux discours, place au défilé des chefs d'État et des gouvernements au pupitre de l'ONU. Sur la liste des présidents, le nom du président de la RDC,
Présenté comme pays solution, le président Félix Tshisekedi va à coup sûr évoquer la situation de l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Notez que les pays du Sud s'agacent du fait que les Occidentaux focalisent leur attention sur l'Ukraine pendant qu'il y a plusieurs conflits qu'il faudra mettre fin. Pour cette année, la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique et la sécurité alimentaire vont dominer cet événement pendant près d'une semaine. À l'issue de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit prendre la parole du haut de la tribune ce mardi, tard dans la soirée. Quelles sont alors les attentes de la population congolaise en général et quinoise en particulier? Quelques-uns s'y sont exprimés au micro de Fifi Kouchipo. Ouvert ce jour, la 77e Assemblée générale des Nations Unies, qui porte principalement sur le climat et la guerre en Ukraine, est également l'occasion pour différents chefs d'État de plaider ou d'exposer sur les problèmes prioritaires que traversent leurs pays respectifs en vue d'une solution d'ensemble. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, qui devrait intervenir tard dans la soirée, devrait, selon bon nombre de Quinois, évoquer l'insécurité qui sévit dans l'Est, causée par les groupes rebelles et d'autres pays voisins. À ces sujets, certains souhaitent que le premier citoyen congolais exige le retrait immédiat et sans condition de la MONUSCO et une plainte contre le président rwandais Paul Kagame à la Cour pénale internationale, alors que d'autres souhaitent obtenir la levée de l'embargo sur l'approvisionnement en armes. Non, on a une seule chose que nous réclamons, c'est que l'embargo soit au moins en tout cas levé complètement. Nous sommes un pays souverain, nous devons défendre notre nation et l'heure est arrivée parce qu'en tout cas, le pays doit être en droit de conduire le développement. Le président de la République doit être clair par rapport à la MONUSCO. On ne veut plus de la MONUSCO, on ne veut plus encore maintenir la MONUSCO en RDC. Parce qu'on ne peut pas accepter un secrétaire général, en sa qualité, Antonio Guterres, puisse parler de telles histoires. Désormais, le M23 est une armée moderne, bien équipée que la MONUSCO. Ça sert à quoi? Là, ce sont une fuite en avant. Le chef de l'État doit être maintenant clair parce qu'on ne peut plus encore avancer avec un tel voisin. Des vœux dont la réalisation est tant attendue. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Philémon Yav, est aux arrêts depuis le lundi, confirme plusieurs sources sécuritaires. Il est détenu, selon les mêmes sources, à la prison centrale de Makala. Les motifs de son arrestation ne sont pas encore connus. Et toujours dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, on signale également l'arrestation du colonel Kaombo Augustin, poursuivi lui pour empoisonnement de feu général Guilain Chikobo Moulamba. 10 suspects considérés comme assaillants dans les territoires de Kwamout, arrêtés à Bandunduville, ont été transférés ce matin à Kinshasa par 2 hélicoptères des forces armées de la République démocratique du Congo. Le colonel Alain Mbayo, commandant son 13e bataillon FARDC, appelle la population au calme et a dénoncé tout cas suspect. Benoît Descroftal nous en parle. C'est sous un soleil accablant que les 2 hélicoptères des forces armées de la RDC ont atterri à l'aéroport national de Bassoko de Bandunduville. Les bruits des réacteurs ont fait déplacer toute la population de la ville de Bandundu. Personne ne voulait rater ce joli coup de filet de la police nationale congolaise et des FARDC garnison ville de Bandundu sous le commandement du commissaire provincial de la police Kwilu, général Kamana Kanold, et du commandant de la 11e région militaire. Ils sont au total 10 suspects considérés comme instigateurs du conflit Teke et Yaka dans la province du Maïdombe à Kwamout. Il s'agit des 2 femmes avec une fillette de 3 ans arrêtées avec 6 hommes à des heures tardives à Kabankou dans le territoire de Kwamout et ces 2 hommes, Bafambembe et Akwate, arrêtés l'un sur la route de Bagata et l'autre à Dimalumbo depuis le 12 et le 17 septembre 2022. Ces présumés assaillants sont transférés à Kinshasa par hélicoptère en présence du maire de Bandunduville, honorable Ephraim Makinda, et qui seront jugés en procédure de flagrance pour crimes contre l'humanité.
Face à la presse, le colonel Alain Bayou, commandant du 113e bataillon infanterie de Bandunduville, précise ceci. Ce sont des détenus que nous avions arrêtés à 15 km de Kabankou. On est en train de saluer les maisons ensemble avec nos frères qui sont en train de se battre de l'autre côté. Et à Bandunduville, nous avions arrêté deux qui ont fait la toile. D'ailleurs, il y a eu des intox partout, on nous taxait de ne rien faire. Mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes avec nous, vous avez compris que les services de sécurité ont fait leur travail en mettant la main sur des sujets qui faisaient tourner les intox à travers la ville. Toute la population de la ville de Bandundu et de ses environs est donc appelée à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect. Un chef d'ETR et plusieurs autres personnes tuées. C'est le bilan de l'attaque sur la RN 17, axe Mangata, Bandundu, aux villages Bichala et Bibonga. Contacté, le chef de groupement de Kambakou, Willy, précise que les villages de Bichala se vident de ses habitants. Les faits se sont déroulés dans la commune de Limité, au quartier Montbelé, sur l'avenue Mokoko. L'on voit dans une vidéo amateur devenue virale sur le net un policier tiré sur la jambe droite d'un jeune homme sémeur de troubles, détenant une machette à la main. Et du coup, les réactions des internautes ne cessent de tomber. Je vous propose de suivre leurs commentaires dans ce reportage de Bijoudi Kalemo au Prince Bangala. Cette vidéo a suscité l'attention de presque tout le monde. L'acte posé par le policier Sadam Ibanda, alias Honda Honda, pour protéger la population et se protéger lui-même, a été salué par plus d'une personne, souvent victime de ces hors-la-loi. Sur les réseaux sociaux, depuis la journée de lundi 19 septembre dernier, jour où la vidéo a été découverte sur le net, les encouragements à l'égard de ces policiers ne cessent de pleuvoir. Les internautes, à l'unanimité, sont d'accord avec l'acte posé par cet homme en uniforme, acte qui se qualifie de professionnalisme. À l'instar de Amos Mukendi qui tweet Sadam Ibanda, Mutatika Kuluna na défaut, comme pour dire l'homme qui a laissé la marque dans le chef de Kuluna. Grâce Lusaka Mounou, lui, renchérit dans son tweet en disant « Plutôt que de ministres incompétents et conseillers coopérants, ainsi que nombreux policiers voleurs, voilà au moins un qui mérite d'être élevé en grade pour son professionnalisme. » De son côté, Kabenda Israelo dit « Je cherche le policier qui a maîtrisé le chef de Kuluna. J'aimerais l'encourager pour le travail abattu et pour sa maîtrise. Il mérite une prime spéciale. » Rwanda's Killing fait un tweet avec une photo du policier Sadam Ibanda qui déclare « Sadam Ibanda mérite d'être célébré comme si j'estime qu'il a visé beaucoup trop bas face à la racaille de la race de ces terroristes à la machette. Il faut que les hommes en uniforme soient implacables afin de sécuriser au mieux la population civile. » Deborah Diakangwa, elle, a fait un clin d'œil à Sadam. Bravo à ces policiers. À Kinshasa, certains appellent même à la reprise de l'opération Likofi, laquelle opération visait à mettre hors d'état de nuire ce jeune délinquant appelé Kuluna qui sème au quotidien la désolation dans les quartiers de la capitale et perturbe régulièrement l'ordre public. Processus électoral en République démocratique du Congo en prévision de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prévue au mois de décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné lundi le premier lot des kits du fournisseur sud-coréen Miru System. L'objectif est de permettre à la centrale électorale de vérifier la conformité du matériel avant la production à grande échelle. Et déjà, le test de grandeur nature est prévu ce mercredi à Luozi, dans la province du Congo central. La suite en images.
Pas une minute à perdre pour l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima. Déterminée à organiser les élections dans le délai constitutionnel, cette institution d'appui à la démocratie vient de réceptionner le premier lot des kits d'identification et d'enrôlement d'électeurs du fournisseur Miro System. C'est la rapporteure de la CENI, Patricia Nseya, assistée de la questeur Sylvie Birembano Baloumé et de la secrétaire nationale exécutive adjointe Marie-Josée Kapinga Bondo qui a réceptionné ce lot à l'aéroport international de Ndjili. Aussitôt de retour au siège de la centrale électorale, la délégation a remis officiellement les spécimens de ce matériel au président de la centrale électorale qui, à son tour, l'a remis au secrétaire exécutif national. Une satisfaction pour l'équipe qui voit en cette acquisition la réalisation lentement et sûrement de sa feuille de route publiée au mois de février dernier. Tout juste après, l'équipe de la CENI s'est retirée dans la salle de conférence pour un essai du matériel. À ce stade, l'on pouvait lire la joie sur les visages des uns et des autres concernant les innovations qu'apporte le matériel. Il s'en suivra le test grandeur nature, histoire de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de vérifier la conformité du matériel proposé par le fournisseur en rapport avec les exigences fixées et de s'assurer de la fonctionnalité de ce matériel. Ce test permettra également d'étudier le comportement du matériel et du logiciel en situation réelle d'exploitation et d'apprécier le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire le temps d'enrôlement de la population. C'est justement dans ce cadre qu'une équipe des membres de la plénière de la CENI a entamé une mission de sensibilisation dans le territoire de Luozi au Congo central pour une sensibilisation de proximité concernant notamment les nouveaux majeurs au test grandeur nature prévu le mercredi 21 septembre 2022. La ville de Mbuji-Mayi est plongée dans le noir depuis le dimanche dernier, une situation qui est due à la coupure du courant électrique. Pas de réaction du côté des autorités provinciales, crie la population qui dit être abandonnée à son triste sort. Notre permanent à Mbuji-Mayi, Emmanuel Kalinda, nous en parle. À Mbuji-Mayi, la desserte en électricité n'aura été que de courte durée, soit pendant le séjour officiel du Premier ministre. 4 jours après qu'est rentré Jean-Michel Samalukonde Kenge, la ville diamantifère est replongée dans d'épaisses ténèbres. Toutes les entreprises sont dans un dysfonctionnement inqualifiable. Les stations de radio et chaînes de télévision s'évertuent à émettre par groupe électrogène pour ne diffuser que les informations, lire des communiqués et lancer des spots publicitaires. Une situation qui les enfonce dans la crise et perturbe leur grille de programme. Les autorités provinciales n'ont pas encore rompu leur silence. Des indiscrétions des mouvements citoyens de la ville de Mbuji-Mayi nous confient cependant que des actions de grande envergure pour fulminer ce retour des coupures intempestives et généralisées du courant électrique à Mbuji-Mayi seraient en gestation. À la société énergie du Kasaï NRK qui commercialise l'électricité de la Miba, on parle d'une panne brusque survenue dimanche à Tchala. Selon un communiqué de cette société, dont copie est parvenue au permanent Digital Congo à Mbuji-Mayi, tous les groupes sont endommagés. Les clients sont appelés à prendre des mesures supplétives. En attendant le rétablissement des machines par des équipes NRK déjà à pied d'œuvre, peut-on lire. Telle est une panne sèche qui survient moins d'une semaine après la visite du matériel vétuste de la centrale hydroélectrique de Tchala par le chef du gouvernement de la République. Preuve que l'urgence s'impose pour résorber cette crise en courant qui marche de pair avec celle de la desserte en eau potable. Mbuji-Mayi, Emmanuel Nkalinda Chibangu, Digital Congo. Quittons la ville de Mbuji-Mayi pour celle de Kindu où le prix d'un litre de carburant a galopé depuis quelques jours dans cette partie du pays. Un litre qui se vendait à 3 000 francs congolais à la pompe se négocie actuellement à 8 000 francs congolais, voire plus. Situation qui impacte négativement sur la vie quotidienne de la population kindusienne grâce à Mbambi Wambambi. Nous en parle. La ville de Kindu enregistre depuis quelques jours une hausse vertigineuse des prix des produits pétroliers. C'est le cas par exemple d'un litre d'essence qui se vendait entre 3 000 et 3 500 francs congolais à la pompe, se négocie à ce jour entre 8 000 voire 8 500 francs congolais. Cette situation a un impact négatif sur le vécu quotidien des Kindusiens.
C'est par exemple le prix d'une course de taxi passe du simple au double, soit de 500 francs à 1000 francs congolais. Outre les transports en commun, la hausse des prix des produits pétroliers impacte également le prix des denrées alimentaires dans plusieurs marchés de la ville de Kindu. Le cas par exemple d'une bouteille d'huile de palme qui se vend à 1500 francs actuellement au lieu de 1000 francs comme il y a quelques jours. Le gouvernement provincial du Maniema, visiblement impuissant face à la hausse à répétition des prix des produits pétroliers dans la ville de Kindu, promet de discuter avec la SNCC pour l'évacuation d'un stock de carburant bloqué à Ubundu dans la province de la Chopo. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a relancé la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. L'objectif est de rendre la dignité aux fonctionnaires qui ont rendu des loyaux services à l'État congolais. Amina Mocha. Mise en veilleuse depuis plusieurs décennies, le processus de mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État est relancé par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en exécution des instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est là dans le but de rendre la dignité aux fonctionnaires qui ont rendu des loyaux services à l'État. Devant la presse, Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté politique et la détermination du Premier ministre de matérialiser les directives du chef de l'État en matière de la mise à la retraite digne et du rajeunissement de l'administration publique. Diligente de ces actes par la haute hiérarchie est un signal fort de rupture avec les mauvaises habitudes du passé et de ce fait jette les bases d'une réforme profonde du système de retraite dans notre pays. Et pour cette première vague, 4406 fonctionnaires, dont 37 secrétaires généraux, ont été envoyés à la retraite. On ne parle pas de 1000, de 2000, de 3000, on parle de 10 000 pour une même année et de 30 000 pour l'année prochaine. C'est dire la détermination, la volonté du gouvernement, suivant la volonté du président de la République. Parce qu'il est question de faire partir tous ceux qui sont éligibles à la retraite d'ici 5 ans. Il s'agit de 300 000. Le paiement des allocations de fin de carrière se fera pour chaque agent retraité dans le compte bancaire où il perçoit son salaire de base. Le processus de leur basculement vers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la CENSAP, est d'ores et déjà engagé afin de leur permettre de jouir dès le trimestre prochain. Le processus de mise à la retraite entamé va libérer le poste au sein de l'administration publique et ouvrir des opportunités des avancements en grade pour les agents et fonctionnaires encore actifs. Pour le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ce processus de la mise à la retraite est irréversible car il va permettre le rajeunissement de l'administration publique avec le recrutement de jeunes plus méritants et plus compétents, ainsi mettre fin au système des privilèges qui avait élu domicile dans ces domaines. La relance de la société textile de Kisangani, ce textile décroché par le ministre de l'Industrie au niveau du gouvernement pour un montant de 17,5 millions de dollars américains était au menu de la séance de travail tenue ce mardi entre Julien Paluku et les responsables du parc agro-industriel de Dingila basé dans le Bazouélé. Plus de précision avec Obed Kambale et Thierry Chabani. En œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo, après l'adoption de la relance de la société textile de Kisangani Soteski par le dernier conseil des ministres, la relance de la filière coton s'impose avec l'encadrement et l'appui de plus ou moins 50 000 producteurs retrouvés dans les provinces de la Chopo, Bazouélé, Otuélé et de l'Ituri. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, qui a défendu ces dossiers au niveau du gouvernement, a échangé avec Romain Felbert, promoteur du parc agro-industriel de Dingila, basé dans les Bazouélé, qui produit du coton. Grâce à l'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, le gouvernement a décidé d'investir dans la modernisation de l'usine de Kisangani
qui est la Sotexki. Et la relance de cette usine est fondamentale parce que c'est la dernière opérationnelle sur le territoire du pays. Et grâce à la relance de cette usine, ça nous permet de relancer les filières de production du coton, donc la base de la production agricole. Et comme nous avons une société dans le Bas-Uélé, qui est l'ex-Codenor, qui s'appelle le parc agro-industriel de Dinguila SA aujourd'hui, qui produit ce coton, c'est grâce à cette relance que nous pourrons pérenniser les emplois, développer les activités et monter toute une activité économique complète dans cette région. Nous attendons un soutien déjà... Alors que ce plan de relance de la Sotexki prévoit une production de 10,8 à 12 millions de mètres de tissus, et cela avec l'achat des machines flambant neuves pour bien mener les opérations de filtrage jusqu'au finissage en passant par le tissage. La troisième phase des travaux sur la rationalisation des structures des prix et services de santé a porté sur la préparation des textes réglementaires et à la formalisation du statut social des produits et services de santé. Objectif, parvenir à une exonération de certains produits médicaux en vue d'alléger le coût pour le consommateur. Plusieurs experts du domaine y prennent part sous la supervision du ministre de l'économie. Les détails avec Lisette Kigakili. Donner aux produits et services de santé un statut social pour les rendre accessibles à toutes les couches de la population, c'est l'objectif des ateliers sur la rationalisation des structures des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC. Travaux amorcés depuis décembre 2021 par le ministère de l'économie nationale en collaboration avec celui de la santé. Les différents services œuvrant dans le secteur de la santé ainsi que les partenaires techniques et financiers y prennent part. Pour cette troisième phase, les participants se sont penchés sur la préparation des textes réglementaires et les éléments nécessaires à la formalisation du statut social des produits et services de santé. Ils ont également examiné les taxes et redevances qui pèsent sur les prix des médicaments et autres produits de santé. L'idée est que certains produits soient exonérés dans le processus de leur importation, de leur production locale et leur distribution sur le territoire national, le tout pour alléger le coût sur le consommateur. Les participants ont aussi travaillé sur l'amélioration et la finalisation du projet relatif au système national d'approvisionnement en médicaments ainsi que les mesures d'application visant à renforcer la réglementation pharmaceutique et économique en vigueur. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux dans les 3 sous-commissions. Notre commission était chargée des services, comment déterminer la facturation dans les services de santé. Chaque organisation s'organisait de sa manière et c'est pourquoi on a trouvé qu'il y avait beaucoup de manières de facturer les services et nous devions nous mettre ensemble pour savoir quelle sorte de facturation on pourra adopter. Et après débat et délibération dans la sous-commission, on a décidé de commencer à prendre en compte la facturation par acte. Le ministère de l'économie nationale, que chapeaute actuellement Nicolas Kazadi, promet de s'impliquer davantage pour l'application de toutes les recommandations issues de ces travaux afin de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui prône la couverture santé universelle. La 9e conférence des sénateurs arabo-africains s'est tenue à Bujumbura, au Burundi. La République démocratique du Congo y a été représentée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Il a été question de formuler des recommandations sur les systèmes de protection sociale et limiter les importations face aux effets de la guerre russo-ukrainienne et la Covid-19. Une fois de plus, retrouvons Lisette Kingakilekelo dans ce reportage. Les gouvernements arabes et africains sont appelés à établir des systèmes de protection sociale et limiter les importations afin de faire face aux effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la pandémie de Covid-19 sur leurs économies. Telles sont les recommandations émises par les sénateurs arabo-africains réunis au sein de la Ligue des Sénats, Conseil consultatif, Shura et Conseil similaire d'Afrique et du monde arabe à l'issue de la 9e réunion de cette organisation tenue du lundi 19 au
au mardi 20 septembre à Bujumbura, capitale du Burundi. Pour Modeste Bahati, président du Sénat de la RDC, qui est intervenu au cours de ces assises, la solution passe par le changement des mentalités pour atténuer le choc causé par la guerre russo-ukrainienne et la Covid-19 sur les économies de l'Afrique et des pays arabes. Aujourd'hui, vous pouvez vous révolter, nous pouvons nous révolter, mais si nous voulons vendre nos matières premières, nous allons les facturer. Et si ça doit être payé en dollars, il faut que ce soit validé par le système bancaire américain. Donc, on ne pourra pas recevoir le paiement, on ne peut pas effectuer un transfert. Ce que nous devons retenir, nous, peuples africains et arabes, c'est que nous devons nous sentir interpellés. Il faut sortir de la domination, parce qu'en fait, nous avons encore la peur de subir des représailles qui nous ont colonisés, à telle enseigne que parfois il est difficile de prendre des décisions courageuses. Signalons que les recommandations issues de cette rencontre seront transmises au gouvernement des pays concernés et les parlements feront à leur tour le suivi pour s'assurer de leur application. Infrastructure routière au Katonga, le gouverneur de province a lancé les travaux de réhabilitation de la route Kafougou, et cela près de 2 semaines après la promesse faite aux religieuses de la mission catholique portant le même nom. Bien avant, Jacques Kiaboula Katu a inspecté les travaux de construction du pont Kasungami lancé il y a de cela 2 semaines. Il y a de cela quelques jours, Didier Momba nous en dit plus. Après sa nomination par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la tête du bureau technique de contrôle BTC, le nouveau directeur du BTC, Jean-Aimé Mava Tayei, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 20 septembre 2022 lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère des UTP en présence des membres du cabinet du ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Des temps forts ont caractérisé cette cérémonie. D'abord, la signature des procès-verbaux, ensuite la passation des signataires, signe de la remise et reprise du bâton de commandement au nouveau maître de l'organe de contrôle des travaux financé par les trésors publics. Jean-Aimé Mava Tayei a promis de tout faire pour permettre au bureau technique de contrôle de réaliser ses missions lui assignées par les gouvernements. Donc j'apporte des idées, des nouvelles idées, des idées novatrices, dont l'objectif est le but de redynamiser l'entreprise selon la volonté du chef de l'État, qui voudrait que cette entreprise soit vraiment compétitive et qu'elle joue vraiment sa partition dans le processus de construction qui est engagé dans le territoire national. Donc c'est avec tous les membres du BTC que je travaillerai. Moi je ne serai que le manager, mais ce seront eux qui feront le travail. Donc ma nouvelle tâche sera de leur redonner cette confiance, leur redonner cette envie de faire les choses, et afin qu'on puisse avancer et apporter des nouveaux résultats. Le patron du BTC a été présenté par la suite aux agents et cadres du bureau technique de contrôle à qui il a promis une bonne collaboration pour l'intérêt du pays. Il faut noter que la nomination de Jean-Aimé Mavar vient mettre fin à plus de 20 ans des intérims au sein du bureau technique de contrôle. Vous venez là de suivre la cérémonie de passation de pouvoir au bureau technique de contrôle. Le sortant, Léon Tuyo, a laissé céder son fauteuil au directeur entrant Jean-Aimé Mavar. C'est donc un reportage signé par Blanchard Bayembe. Les personnels scientifiques des instituts supérieurs des techniques médicales des provinces de la Tchopo et du Bas-Ouélé viennent de renforcer leur capacité en matière du système LMD. La clôture de la formation a eu lieu ce mardi. Séraphin Toumilali.
Le chef des travaux et assistant des instituts supérieurs de technique médicale de la ville de Kisangani, des Bouta, de Basoko, Yambula et Yangambi viennent de renforcer leurs capacités sur l'application du système LMD, licence master doctorat, tel que recommandé par le gouvernement congolais à travers le ministère de l'ESU. Plusieurs matières ayant trait à ce système ont été développées par le chef des travaux Robert Kibali, formateur venu de Kinshasa, comme évoque ici le secrétaire administratif de l'ISTEM Kisangani, le chef des travaux Benoît Boumou. Sur l'élaboration des grilles de délibération, sur la publication des résultats en ligne et également sur l'utilisation des serveurs pour conserver les grilles de délibération des résultats des étudiants. Vous savez, avec LMD, c'est un nouveau système qui n'est pas propre aux Congolais de la RDC, mais qui doit travailler sur les standards internationaux. Et que si on ne se démène pas, on ne sera pas en mesure de basculer réellement dans le système appelé à être d'utilisation tel que les... À l'issue de cette formation, les participants se disent satisfaits. L'un d'eux, le chef des travaux Raymond Ouidi de l'ISTEM Yambula, explique. Ça valait la peine parce que c'est ma 4e formation à ce qui concerne le système LMD. Mais chaque jour, au jour le jour que nous sommes en train de suivre la formation, nous trouvons qu'il y a encore beaucoup à faire et il n'y a personne qui puisse prétendre qu'il connaît tout. Et la formation nous a édifié sur la délibération, la tenue de côte des étudiants, des enseignants et la manipulation des serveurs. Et aussi sans oublier l'élaboration des palmarès. Des attestations de participation ont été remises aux enseignants ainsi que les ordinateurs aux chefs de section de l'ISTEM Kisangani pour la cotation des étudiants. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information, un journal que nous dédions à notre confrère Blanchard Baembe qui célèbre ce jour son anniversaire de naissance. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue à cette nouvelle revue de presse sur votre chaîne. On l'ouvre avec l'Avenir qui titre à sa une RDC, mobilisation tous azimuts à l'ONU. Le quotidien informe que c'est depuis lundi 19 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, que se sont ouverts les travaux de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Il y a pratiquement une année, le président de la République démocratique du Congo prononçait un discours à la 76e Assemblée générale des Nations unies, également en qualité de président en exercice de l'Union africaine, mardi 21 septembre 2021. Au journal de poursuivre que c'est donc dans la casquette de porte-voix d'une Afrique qui veut trouver sa part dans un monde qui bouge que Félix Tshisekedi s'était présenté en 2021 devant les Nations Unies. Mais au cours de cette session 2022, il se présentera devant l'Assemblée générale de l'ONU en commandant suprême d'un pays agressé dont une de ces localités est occupée depuis plus de 3 mois déjà. Le discours du chef de l'État tournera probablement sur l'insécurité dans la partie est de la RDC, particulièrement l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous masque du M23 et l'aveu d'échec de la hiérarchie de la mission de l'ONU au Congo, affirmant que le M23 se comportait comme une armée régulière, révèle le média. Même sujet abordé par la Référence Plus qui titre à sa une « Félix Tshisekedi attend une position claire de l'ONU ». Le bal de discours débute ce mardi 20 septembre, révèle le quotidien à son tour. Au cours de cette 77e session, Félix Tshisekedi prendra la parole, mais cette fois-ci dans un contexte particulier où la
République démocratique du Congo subit une énième agression de ses voisins, en l'occurrence le Rwanda. Des nouvelles en provenance de New York indiquent que c'est un Félix Tshisekedi au moral haut et déterminé qui s'apprête à prendre parole devant les feux des projecteurs des médias du monde entier, renchérit le journal. Sans nul doute, il ne manquera pas de dénoncer toutes les manœuvres belliqueuses du Rwanda et les crimes de leur bras séculier du M23. Le président Tshisekedi ne manquera pas non plus de mettre l'ONU devant ses responsabilités face à la situation sécuritaire à l'est du pays, note le quotidien. Parlant toujours de l'ONU, le potentiel s'intéresse à la dernière sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies. Le quotidien titre à sa une « L'ONU crache sur les morts de l'est de la RDC ». Le média renseigne que la sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur RFI et France 24, notamment sur la guerre dans l'est de la RDC, met à nu les positions qui étaient jusque-là ambiguës de certaines puissances occidentales sur la question sécuritaire dans les Kivu, frontaliers du Rwanda et de l'Ouganda, en dépit de toutes les preuves matérielles d'agression rwandaise brandies par Kinshasa. À en croire le journal, les guerres et la balkanisation du Congo font un. Aujourd'hui, les Congolais réalisent que les terroristes du M23, qui bénéficient en plus d'une propagande gratuite et inimaginable de la part de celui-là même qui devrait assurer l'arbitrage et l'espoir de la paix au niveau des nations, ne sont que des exécutants d'un projet macabre. C'est dire que le désaveu des Nations Unies en RDC via la MONUSCO ne peut qu'aujourd'hui renforcer la méfiance du peuple congolais vers cette mission onusienne, écrit le média. Le journal aborde dans le même sens et titre à sa 10e page « Le chef de l'ONU admet l'incapacité de la MONUSCO à vaincre la rébellion du M23 ». Le média fait savoir que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a admis l'impuissance des casques bleus de la force onusienne en République démocratique du Congo, la MONUSCO, pour combattre la rébellion du mouvement du 23 mars M23, active au Nord Kivu, dans l'est de l'RDC et soutenue par le Rwanda, précise le journal. Bouclons cette revue de presse avec Forum 2As qui s'intéresse au dossier du désormais ex-conseiller du président Félix Tshisekedi en charge des questions stratégiques. Vidier Chimanga ce mercredi au parquet général de la Gombe, titre le quotidien à sa une. Je vous invite à vous présenter à mon cabinet de travail, 6, au 2e niveau, local 1 de l'immeuble Palais de Justice, place de l'Indépendance à Kinshasa, Gombe, ce mercredi 21 septembre 2022 à 11h précises pour une communication vous concernant. Peut-on lire sur l'invitation de l'officier du ministère public adressée au désormais ancien très proche collaborateur de Félix Tshisekedi. Renseigne le quotidien. Au-delà de toutes les émotions que charrie cette affaire, Vidier Chimanga, sans doute condamné par contumace par des juges de rue, jouissant de la présomption d'innocence. À la lumière de ses propos à Jeune Afrique, on comprend dès lors qu'il plaide non coupable et parle d'une manipulation à la limite d'un coup fourré contre lui, souligne le média. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur nos antennes.